Dans ma discipline, je suis affronté à des écoles de pensée marxiennes ou marxistes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Libérales ou néolibérales, keynésiennes. Et le débat, si tu veux, prend la forme d'une sorte d'affrontement entre des gens qui détiendraient la vérité absolue et définitive. Ça devient presque une guerre de religion entre des gens dont chacun dit « moi j'ai la vérité ». Comme s'il y avait en économie une vérité intemporelle, universelle, valable pour tous les temps, pour tous les milieux, etc. En cherchant un petit peu, on s'aperçoit qu'en fait, tout regard que nous portons dans les disciplines qui nous intéressent est rattaché à la façon dont nous voyons le monde dans lequel nous nous situons. Alors je vais prendre que un ou deux petits exemples. C'est évident, tiens, un exemple qu'on n'attend peut-être pas. L'homme des cavernes, il avait sa rationalité économique. Il vivait, pardonne-moi, il vivait dans un univers magique où les forces des esprits étaient présentes partout. Elles étaient sous la pierre, derrière l'arbre, etc., dans l'air. Et ces forces magiques le dépassaient. Et lorsqu'il voulait accroître son efficacité à la chasse, ce qui était l'activité économique de l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il essayait d'amadouer ces forces magiques en représentant l'animal qu'il voulait capturer dans les grottes, sur les parois des grottes. Alors on dit c'est irrationnel. Pas du tout. C'est parfaitement cohérent avec leur façon de voir le monde. Et alors bien plus tard, avec Newton, on se donne une représentation de l'univers comme une vaste horloge mécanique tournant sur elle-même dans un équilibre infini. On retrouve la même pensée dans l'économie. Le monde est comme ça. L'économie à laquelle nous pensons, elle est dans ce monde-là. Et alors, on va se représenter l'économie à travers l'image de l'horloge, comme un système en équilibre. C'est le fameux équilibre général mécanique de Walras qui vraiment nous décrit son économie pure à l'image de Newton, il le dit lui-même. Et puis un peu plus tard, alors tu vois, représentation mécaniste du monde, représentation mécaniste de l'économie. Un petit peu plus tard, lorsque avec Carnot on découvre la machine à vapeur et la loi de la dégradation, de l'entropie. Marx et Engels, qui connaissent parfaitement les théories de la thermodynamique, ils en discutent à tout bout de champ. Ils nous proposent une image de l'autodestruction du système capitaliste qui s'effectue exactement de la même façon qu'un système marche à l'entropie, par une sorte d'autodégradation interne. Alors, aujourd'hui, je pense que nous franchissons encore une nouvelle étape. Nous sortons de l'ère de la mécanique, de l'ère de l'énergie, et nous entrons dans l'ère de l'information. L'ère de l'information, c'est un pas colossal, considérable. C'est l'ère de l'immatériel, c'est l'information, c'est le savoir, ce sont les services, toute une série d'éléments. Notre économie change de nature. Les modes d'organisation changent. Là où nous avions des modes d'organisation pyramidaux par un niveau de hiérarchie superposé, nous avons des organisations en réseau omniprésentes. C'est toute une autre façon de communiquer, d'entrer en contact, de vivre et d'agir. L'immatériel donne lieu à une autre forme d'économie que l'énergie. Or, nous voyons les doctrines économiques et les théories économiques continuer à s'affronter comme si rien n'avait changé, et elles s'affrontent en évoquant
les arguments tirés de la situation précédente sans se rendre compte que nous avons changé de système. Alors voilà, c'est simplement ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que, au fur et à mesure que les instruments d'observation de l'univers dont disposent les hommes s'améliorent, deviennent plus performants, plus efficaces, le regard que nous portons sur le monde change. Quand Galilée s'est armé de la lunette astronomique, eh bien, il a foutu en l'air la vision grecque et même chrétienne de l'univers dans lequel il y avait le monde sublunaire qui était le monde de l'imperfection, et la Lune, c'était l'astre parfait, la boule de cristal parfaite, parce que là, nous entrions dans le monde de Dieu, dans le monde de la perfection. Et puis, il suffit d'avoir inventé la lunette astronomique pour s'apercevoir que la Lune, elle est pleine de trous, de bosses, etc., pleine d'imperfections. Voilà une vision du monde qui se détruit. Et c'est donc ça que j'ai voulu dire, qu'au fur et à mesure, j'ai voulu dire que le regard que l'on porte dans quelque domaine que ce soit, je pourrais tenir le même discours sur la philosophie, je pourrais le tenir sur l'art, je pourrais le tenir dans tous les domaines, le regard évolue. L'art, simplement, à partir du moment où on invente les lois de la perspective, eh ben, la peinture est totalement changée. Avant et après Masaccio, c'est plus tout à fait la même chose. D'un côté, on maîtrise les lois de la perspective, avant on ne les maîtrisait pas. Dans tous les domaines, on pourrait faire le même domaine. Voilà. Alors, pourquoi dire ça? Primo, parce que ça nous permet de mieux comprendre les théories du passé. On comprend que par rapport à leur temps, elles avaient une raison d'être, mais ça vient les relativiser aussi. Ce ne sont pas des religions qui s'imposent à nous, qui ne doivent pas être changées. La conception du monde va se reproduire dans la conception de la société que se font les hommes. L'organisation même du village primitif, elle est faite à l'image du cosmos. La ville d'Athènes, et l'Athènes antique, est construite à l'image du cosmos, tel que les anciens Grecs se les représentaient. Un exemple plus récent que j'aime bien développer parfois, à l'époque je crois que c'est sous Louis XIV que ça a été, enfin les fameuses salines d'Arc et Senance, elles sont construites à l'image de l'univers. Au centre des salines, la maison du maître. Autour des salines, les ateliers où les gens travaillaient. Et puis derrière, les maisons habitées par les gens qui travaillaient dans les salines. Alors, petit détail intéressant, deux détails intéressants. Derrière les maisons figurent les jardins des ouvriers. Au-dessus de la maison du maître figure la chapelle. Depuis la maison du maître, on ne peut pas voir les jardins des ouvriers. Ça, c'est leur part personnelle. Mais si on monte de la chapelle qui est au-dessus, Dieu est au-dessus du maître, mais Dieu est au-dessus du maître et lui, il voit tout. Et depuis la chapelle, on voit ce qui se passe dans la maison des ouvriers. Et alors, Arc et Senance n'a été construite que sur en demi-cercle, mais le projet complet, Ledoux le dit très clairement, c'était de clôturer le cercle. Alors aujourd'hui, eh bien, il se produit un changement colossal. Simplement une chose. Dans la société mécanique, dans la société énergétique, l'organisation est hiérarchique. C'est la masse, c'est le géant qui fait la loi. Et il y a un dedans, il y a un dehors. Aujourd'hui, nous passons dans l'organisation en réseau. L'information, elle se communique par des réseaux, le monde devient un monde de réseau. Il n'y a plus de dedans et de dehors. Le réseau est partout. Il est constamment ouvert, il est partout. Il n'y a plus d'extérieur. Tout a été internalisé, si l'on peut dire. Alors c'est notre mode d'organisation. Hier, la société était organisée à l'image de la mécanique, et dans un monde en réseau, ce serait un long développement qu'il faudrait faire là, mais nous n'avons pas le temps. Dans un monde en réseau, le modèle devient le modèle du vivant. Et voilà comment, lorsque, au moment de la campagne européenne,
j'ai été amené à m'opposer au fameux projet de constitution pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui n'avaient rien à voir avec l'Europe, parce que je suis profondément européen. Et lorsque, voulant être constructif, j'ai dit, mais cette constitution, en plus de tous les reproches que je lui faisais, s'est trompée de modèle. À court terme, il faut déséchouer le navire qui a échoué, mais à long terme, il faut penser à un autre mode de construction. Nous passons d'une société mécaniste à une société biologique construite sur le mode du vivant, et c'est sur ce modèle-là qu'il faut réfléchir et qu'il faut reconstruire l'Europe, et j'avais fait des propositions dans ce sens.